Elle avait tout perdu sans même avoir commis de faute. Mais ce n'était que le début de son calvaire. Restez bien jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir va vous briser le cœur, mais aussi vous redonner espoir. Aïssata n'était qu'une jeune domestique discrète, travaillant jour et nuit pour envoyer un maigre salaire à sa mère malade restée au village. À 22 ans, elle avait appris à se rendre invisible dans la grande maison des Diabaté, une demeure luxueuse nichée dans un quartier chic d'Abidjan. Chaque matin, avant même que le soleil ne se lève, elle nettoyait les chambres, lavait le linge, préparait les repas et s'occupait des enfants comme si c'étaient les siens. On la voyait, mais on ne la regardait jamais. Sa patronne, Madame Salimata, une banquière respectée, ne lui adressait presque jamais la parole, sauf pour donner des ordres secs ou critiquer un repas. Son mari, Moussa, quant à lui, passait ses journées enfermé dans son bureau, prétendant gérer un commerce en ligne. Mais Aïssata avait vite remarqué que ses regards n'avaient rien d'innocent. D'abord, elle avait cru à une simple impression. Mais très vite, ses yeux insistants, ses remarques déplacées et ses invitations sournoises devinrent oppressants. « Aïssata, passe-moi l'air frais, viens réparer ce chargeur, nettoie ici. » Toujours un prétexte. Toujours ce regard. Jusqu'au jour où il osa lui murmurer. « Tu plies comme l'eau du fleuve, souple et belle. Tu es trop jolie pour être domestique. » Le cœur d'Aïssata battait si fort qu'elle crut s'effondrer. Ce jour-là, elle comprit qu'elle n'était plus en sécurité. Elle se jura de l'éviter à tout prix. Mais comment éviter un homme qui trouvait toujours un moyen de la coincer? Le pire, c'était son double visage. Devant sa femme, il redevenait froid, distant, parfois même cruel avec elle. « Ton balai ne s'est pas balayé. » Encore une sauce sans goût. Un rôle parfait de mari irrité, pour cacher sa véritable obsession. Aïssata savait qu'elle devait parler. Mais à qui? Sa mère, clouée au lit, comptait sur elle. Et Madame Salimata, aveuglée par sa confiance en son mari, répétait souvent « Mon Moussa est peut-être paresseux, mais il est fidèle. Aucune femme ne l'intéresse. » Chaque fois qu'Aïssata entendait ces mots, elle sentait son courage se briser. Alors elle garda le silence. Mais le silence finit par devenir une prison. Et c'est ce qui scella son destin. Un matin, alors qu'elle servait le petit déjeuner, Madame Salimata était exceptionnellement rentrée plus tôt. Moussa n'hésita pas. Dans ses yeux brillait une noirceur rusée, et d'un ton faussement brisé, il dit « Salimata, je ne voulais pas t'en parler pour ne pas te faire de peine. Mais cette fille, Aïssata tente de me séduire. » Un frisson glacé traversa la pièce. Aïssata écarquilla les yeux. « Non madame, c'est faux. C'est lui qui... » Mais elle n'eut pas le temps de finir. « Assez !» cria Salimata. « Comment oses-tu salir ma maison avec tes mensonges ?» Le sort fut scellé, brutal et irrévocable, point sans autre procès. Sans chercher à comprendre, elle ordonna aux gardes de la jeter dehors. Qu'elle parte avec sa honte. Je ne veux plus voir son visage. Les mots résonnaient encore dans la tête d'Aïssata quand on la traîna jusqu'au portail. 10 mois de travail balayés en un instant. Elle se retrouva seule, dans la rue, humiliée, ses maigres affaires jetées à ses pieds comme des ordures. Ses larmes coulaient, mais personne ne l'écoutait. Le portail claqua derrière elle avec un bruit sec. Et pour la première fois, Aïssata comprit ce que signifiait être vraiment seule. Mais croyez-moi, ce n'était rien comparé à ce qui l'attendait par la suite. Alors ne quittez pas cette vidéo, car son destin va prendre un tournant inattendu. Le portail s'était refermé derrière elle comme un couperet. Aïssata resta immobile quelques secondes, incapable de croire à ce qui venait de se passer. Ses mains tremblaient en serrant le petit sac qu'on lui avait jeté au sol. Tout ce qu'elle possédait dans ce monde tenait dans ce sac. Et même ce sac lui paraissait trop lourd pour ses épaules fatiguées. Elle fit un pas, puis un autre, le cœur battant à la gorge. Les maisons de l'avenue brillaient sous les réverbères, imposantes, inaccessibles. À chaque portail, des gardiens en uniforme. Elle s'approcha d'un vieil homme assis sur une chaise en plastique, le visage creusé par la fatigue. « S'il vous plaît, je veux juste m'asseoir jusqu'au matin. » Il détourna le regard, secoua la tête. « Je n'ai pas d'ennui à chercher. » Le rejet la frappa comme une gifle. Elle repartit, titubante. Ses sandales usées claquaient contre le goudron, son foulard se défaisait sous le vent chaud de la nuit. Son estomac vide se tordait douloureusement. Plus loin, elle croisa un groupe de jeunes hommes adossés à une barrière, des bouteilles de bière à la main. L'un d'eux siffla.
Et beauté, viens par ici. Aïssata accéléra le pas, son cœur tambourinant dans sa poitrine. Elle n'osa pas se retourner. Leur rire la poursuivit longtemps, comme un écho moqueur. Finalement, elle trouva un vieux kiosque abandonné, sa devanture branlante à moitié ouverte. L'odeur de poussière et de ferraille lui monta au nez, mais c'était le seul endroit qui pouvait lui offrir un semblant d'abri. Elle s'y engouffra, serra son sac contre sa poitrine et s'assit sur le sol froid. C'est là que ses défenses cédèrent. Ses larmes jaillirent, lourdes, incontrôlables. Elle pleura pour sa mère malade qui l'attendait au village sans savoir qu'elle venait de perdre son emploi. Elle pleura pour sa dignité piétinée par la trahison de Moussa. Elle pleura pour ses 10 mois d'efforts balayés par un mensonge. Ses sanglots résonnaient dans la nuit, noyés par les klaxons lointains et les cris des vendeurs ambulants. Par moments, elle enfouissait son visage dans son foulard pour étouffer ses pleurs. Mais la douleur était trop forte, trop lourde pour rester enfermée. Cette nuit-là, Aïssata ne dormit pas vraiment. Chaque bruit l'arrachait à ses pensées. Un moteur qui vrombissait, des pas précipités, des rires éclatants au loin. Elle sursautait à chaque ombre, craignant d'être découverte, chassée, ou pire. Quand l'aube pointa enfin, elle sortit du kiosque les yeux gonflés, le corps endolori. La ville se réveillait, les premiers vendeurs installaient leurs étals, les taxis collectifs klaxonnaient, les enfants en uniforme se pressaient vers l'école. Abidjan s'animait, mais elle se sentait invisible. Elle marcha encore, sans but, le sac serré contre elle comme un dernier morceau d'identité. Ses jambes étaient lourdes, ses lèvres sèches, sa tête vide. À un moment, une femme qui vendait des beignets la regarda avec pitié et lui glissa un petit morceau de pain frit, sans un mot. Aïssata murmura un merci à peine audible. Ce fut la seule main tendue de toute la nuit. Mais son corps, vidé, ne tenait plus. Son pas devint incertain, ses yeux se brouillèrent. Et c'est précisément dans ce moment de faiblesse qu'elle allait croiser le destin. Ne quittez pas cette histoire, car ce qui va se produire maintenant bouleversera sa vie à jamais. Et croyez-moi, vous n'êtes pas prêt pour ce retournement. Le soleil s'était levé depuis peu, mais pour Aïssata, la lumière du jour ne chassait pas les ténèbres. Ses jambes tremblaient, son ventre hurlait de faim, et sa tête tournait. Elle avançait machinalement, comme une âme en peine, portée par une seule idée, ne pas s'effondrer ici, au milieu de la route. Ses pas la menèrent vers une grande avenue. Le flot des voitures était dense, les klaxons rageurs résonnaient dans l'air chaud. Aïssata marcha sans réfléchir, ses yeux brouillés par les larmes et la fatigue. Elle posa un pied sur la chaussée, puis l'autre. Un crissement brutal déchira l'air. Une voiture noire, massive, venait de freiner à quelques centimètres d'elle. Les pneus brûlaient l'asphalte, la poussière s'élevait en nuages. « Tu es folle ou quoi ?» rugit une voix masculine. La portière claqua violemment. Un homme élégant en sortit, furieux. Grand, vêtu d'une chemise repassée, les chaussures brillantes malgré la poussière de la route. Son visage respirait l'autorité. Il s'approcha rapidement, les sourcils froncés. « Tu veux mourir ? Tu n'as pas vu la voiture ?» Aïssata, figée, sentit ses genoux céder. Son sac glissa de ses mains et tomba lourdement sur le sol. Elle aurait voulu répondre, mais aucun mot ne sortit. Ses lèvres tremblaient, sa gorge était sèche. Ses yeux restaient fixés sur le sol, incapables d'affronter ce regard accusateur. L'homme s'arrêta net. Il remarqua enfin les détails qu'il n'avait pas vus en un premier coup d'œil. Le foulard défait, la jupe poussiéreuse, les mains tremblantes, et surtout ces traces de larmes séchées sur ses joues. Sa voix se fit soudain plus douce. « Mademoiselle, est-ce que ça va ?» Elle releva lentement les yeux. Son regard croisa le sien, un regard profond, presque inquiet. C'était la première fois depuis 2 jours qu'on lui posait cette simple question. Sa voix à elle n'était qu'un souffle, brisé, fragile. « Non, je ne vais pas bien. » Le silence qui suivit pesa plus lourd que 1000 mots. L'homme la scruta un instant, puis inspira profondément. Il ne voyait plus une jeune fille imprudente sur la route. Il voyait une âme en miettes. Il s'approcha encore, mais sans brusquerie. « Venez. Il y a un café pas loin. Vous avez besoin d'eau et de repos. » Aïssata recula d'un pas, méfiante. Ses souvenirs de Moussa revenaient comme des griffes. Un homme qui propose de l'aider ? Cela ne pouvait être qu'un piège. Elle secoua la tête, balbutiant. « Non, je ne peux pas. » L'homme resta immobile, respectueux. Puis il glissa une carte d'identité sur le capot de sa voiture. «
Le soleil du matin fit briller l'emblème officiel qui y était imprimé. Je m'appelle Idriss Konaté. Vous ne me connaissez pas, mais je ne veux rien vous prendre. Juste vous offrir un toit pour aujourd'hui. Après, vous déciderez. Le nom lui disait quelque chose. Son père était l'un des hommes politiques les plus influents du pays. Et cet homme-là, devant elle, n'était pas un simple passant. C'était le fils du président. Un vertige la saisit. Elle détourna les yeux, le cœur battant. Était-ce un miracle ou une nouvelle épreuve déguisée? Elle n'en savait rien. Mais une chose était certaine. En cet instant, son destin venait de croiser celui d'un homme qui pouvait tout changer. Et croyez-moi, la suite de cette rencontre ne ressemblera en rien à ce que vous imaginez. Alors restez jusqu'à la fin, car ce face-à-face marque le début d'un bouleversement inattendu. Le café n'était qu'une modeste gargote de quartier, encore engourdie par les premières lueurs du jour. Les volets grinçaient en s'ouvrant à demi, laissant entrer une lumière timide qui effleurait les tables de bois tachées par le temps. Les chaises, encore mouillées de la rosée nocturne, protestèrent dans un grincement aigu quand Aïssata s'assit, hésitante, ses bras repliés autour de son vieux sac qu'elle serrait comme un bouclier contre le monde. Idriss leva la main, avec l'assurance tranquille de ceux qu'on écoute toujours. De l'eau, du thé brûlant, et à manger, tout de suite. Le serveur, d'abord hésitant, laissa son regard glisser sur Aïssata, ses vêtements froissés, son visage creusé par la fatigue, ses yeux rougis de larmes. On pouvait lire dans ses prunelles une suspicion muette, presque du mépris. Mais il croisa alors l'éclat métallique de la montre d'Idriss, symbole discret d'un rang qu'on ne questionne pas. Sans un mot de plus, il s'exécuta. Aïssata baissa les yeux, incapable de soutenir ceux de l'homme assis en face d'elle. Ses doigts tremblaient quand elle dévissa maladroitement le bouchon de la bouteille déposée sur la table. La première gorgée lui brûla la gorge, râpeuse comme du feu, mais dans cette douleur se glissa une renaissance. Ses lèvres desséchées retrouvèrent un peu de souplesse. Idriss l'observait, pas avec la froideur d'un juge, ni la curiosité malsaine d'un inconnu, mais avec cette patience rare qui en disait long. Il savait qu'elle avait besoin d'espace, d'un silence où ses mots pourraient enfin trouver refuge. Alors, après un souffle long, Aïssata lâcha la digue. Ils m'ont jeté dehors, comme une criminelle. Sa voix se brisa, mais elle continua, poussée par une urgence viscérale. Mon patron, il m'a poursuivi, menacé, et quand j'ai résisté, il a retourné l'histoire contre moi. Sa femme l'a cru. Elle ne m'a même pas laissé parler. Ses larmes jaillirent de nouveau, et cette fois elle ne tenta pas de les retenir. Tout se déversa, comme une plaie qu'on ouvre pour la nettoyer. Les regards lourds et oppressants. Les nuits de terreur dans cette chambre étouffante. Le dilemme cruel, se taire ou parler et perdre tout. La honte d'avoir été traînée dehors comme une voleuse. L'humiliation de dormir à même le sol, glacé, affamé, invisible. Chaque phrase était un éclat de douleur qu'elle arrachait de son âme pour le déposer entre eux, sur la table encore humide de rosée. Ses mains restaient jointes, son regard plongé dans le sien, sans moquerie, sans doute, sans jugement. Rien qu'une écoute vraie. Quand enfin ces mots se tarirent, Aïssata baissa la tête, honteuse de s'être ainsi mise à nu. « Pardonnez-moi, je ne devrais pas. Vous êtes un étranger. » Idriss secoua la tête, doucement. « Vous n'aviez pas besoin d'un juge. Vous aviez besoin d'une oreille. » Ses lèvres tremblèrent. Elle ne se souvenait plus de la dernière fois où quelqu'un l'avait simplement écoutée. Une larme, puis une autre, roulèrent silencieusement sur ses joues. « Je n'ai plus rien, murmura-t-elle. Pas de maison, pas d'argent. Et ma mère est malade. Elle n'a que moi. » Un silence lourd s'installa, épais comme un voile entre eux. Idriss la fixait, songeur, pesant chaque mot qu'il s'apprêtait à dire. Puis sa voix, calme mais ferme, fendit l'air. « Alors laissez-moi vous aider. Pas demain, pas plus tard, maintenant. » Aïssata recula d'un geste instinctif, ses yeux écarquillés par la peur. « Non, je ne peux pas. Chaque fois qu'on m'a dit ça, ce n'était qu'un piège. » Alors Idriss sortit lentement une carte de sa poche, la posa sur la table. Le nom y brillait, limpide. Le titre officiel. L'appartenance à la famille présidentielle. La vérité jaillit sous ses yeux incrédules. Ce n'était pas un simple homme de passage. Cet inconnu avait le pouvoir de bouleverser un destin. « Vous n'avez aucune raison de me croire, » dit-il avec une sincérité désarmante. « Mais sachez-le, je n'attends rien de vous. Rien. »
Aïssata sentit son cœur battre si fort qu'elle en eut le vertige. Entre la peur et l'espoir, une lutte sourde se jouait en elle. Était-ce enfin la main qu'elle avait tant attendue? Ou une nouvelle illusion prête à la broyer? Et c'est ici, dans ce café insignifiant, que tout allait basculer. Car la décision qu'elle prendrait à cet instant précis ne changerait pas seulement sa vie. Elle redessinerait son destin. Et vous, restez avec moi jusqu'au bout. Car ce qui va suivre dépasse tout ce que vous imaginez. La voiture glissait silencieusement sur l'avenue. Aïssata était assise à l'arrière, le sac serré contre elle comme un bouclier. Ses yeux fixaient le siège devant elle, mais son esprit bouillonnait. Pourquoi m'aide-t-il? Que veut-il vraiment? Chaque minute qui passait augmentait son trouble. Pourtant, rien ne venait. Idriss restait concentré sur la route, calme, ses deux mains sur le volant. Pas un mot déplacé, pas un geste brusque. Ce silence étrange la troublait encore plus que la peur. Puis, soudain, le SUV s'engagea dans une large allée bordée d'arbres. De grands portails noirs s'ouvrirent automatiquement à leur approche. Le véhicule entra dans une vaste cour où s'élevait une demeure qu'Aïssata n'aurait jamais imaginée, même dans ses rêves. Un jardin soigneusement entretenu, une fontaine, un perron de marbre. Tout respirait le luxe, mais aussi une sérénité qu'elle n'avait jamais connue. « Vous êtes en sécurité ici », dit Idriss doucement. Elle hésita, puis posa le pied sur les dalles impeccables. Son foulard défait, ses vêtements froissés, son sac élimé semblaient déplacés dans ce décor. Elle baissa la tête, honteuse, mais une femme d'âge mûr sortit du hall. Tablier propre, sourire rassurant. « Ma fille, viens. Tu dois manger et te reposer », dit-elle d'une voix maternelle. La chaleur de son ton fit vaciller les dernières défenses d'Aïssata. Elle suivit, encore méfiante, mais le cœur un peu plus léger. On la conduisit dans une chambre qu'elle n'aurait jamais cru destinée pour elle. Mur clair, lit vaste au drap frais, parfum discret de rose. Sur le lit, une robe propre et une serviette pliée. Dans la salle de bain attenante, une douche d'eau chaude attendait. Aïssata entra, referma la porte derrière elle et resta figée devant le miroir. Le reflet qu'elle vit la terrifia. Des cernes violets, la poussière incrustée sur son visage, ses cheveux en bataille. Elle ressemblait à une étrangère, une version brisée d'elle-même. Alors elle tourna le robinet. La première goutte sur sa peau fut comme un choc. Puis la chaleur enveloppa son corps, et les larmes jaillirent. Mais ce n'étaient plus les mêmes sanglots qu'hier. Ce n'était plus la douleur de l'abandon. C'était une libération. Elle pleura pour se purifier, pour laver la honte et les insultes, pour se délester des mensonges de Moussa et du rejet cruel de Madame Salimata. Quand elle sortit, enveloppée dans la robe mise à sa disposition, ses épaules semblaient plus légères. Elle descendit lentement. Sur la table, un repas chaud l'attendait, du riz, du poisson braisé, des bananes plantains dorées. L'odeur seule lui donna les larmes aux yeux. La femme au tablier la regarda avec bienveillance. « Mange, ma fille. Ici, tu n'as rien à craindre. » Aïssata mangea doucement, avec respect, savourant chaque bouchée comme si c'était la première fois de sa vie. Et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit son ventre rempli et son cœur apaisé. Cette nuit-là, allongée dans le grand lit au drap frais, elle resta longtemps éveillée. La pluie tombait doucement dehors, martelant la vitre comme une berceuse. Elle porta sa main sur son cœur et murmura « Peut-être, peut-être que tout n'est pas fini. Mais croyez-moi, ceci n'est qu'un début, car ce qu'Idriss va lui révéler bientôt dépassera tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Restez bien jusqu'au bout, la suite est encore plus bouleversante. » Le lendemain matin, Aïssata descendit les escaliers d'un pas hésitant. Chaque marche résonnait comme une épreuve. Elle portait une robe simple mais soignée, ses cheveux lissés en arrière, révélant un visage fatigué mais illuminé d'une lueur nouvelle. Dans le vaste bureau, Idriss l'attendait, immobile près de la grande fenêtre. Le soleil levant enveloppait son profil d'un halo doré. Quand elle entra, il se tourna vers elle avec un sourire discret. « Comment vas-tu, Aïssata ?» Elle baissa timidement les yeux. « Bonjour, monsieur. » Il fronça légèrement les sourcils, secouant la tête. « Oublie-le, monsieur. Mon prénom suffit, Idriss. » Il s'approcha du bureau, prit une chemise en cuir noir et la lui tendit. « J'aimerais que tu regardes ceci. » Elle resta immobile un instant, comme paralysée, avant de céder. Lentement, elle ouvrit le dossier, et l'air sembla s'arrêter dans sa poitrine. « C'est mon nom. »
balbutia-t-elle, incrédule. Sur la première page, Aïssata Traoré, enregistrement officiel d'entreprise. Elle tourna la page, ses mains tremblantes. Un relevé bancaire. Un compte ouvert à son nom, déjà crédité. Puis un contrat d'achat pour un petit local commercial. Ses yeux s'embuèrent. « Mais, qu'est-ce que cela signifie ?» murmura-t-elle, la gorge nouée. Idriss s'avança d'un pas, sa voix grave emplissant la pièce. « Hier soir, tu m'as parlé de ton rêve. Ouvrir un service de restauration. Alors, voici ton départ. Ce compte est ton capital. Ce local, ton avenir. Et tu ne seras pas seul, un mentor t'accompagnera. » Aïssata recula, bouleversée. Ses larmes jaillirent malgré elle. « Pourquoi ? Pourquoi moi ? Je ne suis rien, qu'une domestique rejetée, une fille qu'on a humiliée. » Idriss resta silencieux un instant, ses yeux plongés dans les siens. Puis il sortit une carte de sa poche, la posa sur le bureau. Le sceau officiel étincela au soleil. « Regarde !» Elle lut à voix basse, la voix brisée. « Idriss Konaté, fils du président de la République. » Ses jambes tremblèrent. Elle recula, choquée. « Vous êtes le fils du président ?» Idriss hocha doucement la tête. « Oui. Mais ce n'est pas ainsi que je veux que tu me vois. J'ai connu la douleur, moi aussi. J'ai su ce que c'était que d'être au plus bas, méprisé, brisé. Un jour, une main s'est tendue vers moi. Aujourd'hui, c'est à mon tour. » Aïssata éclata en sanglots, incapable de répondre. Idriss prit un petit coffret noir, le lui remit avec délicatesse. « Ouvre !» Elle l'ouvrit, tremblante. À l'intérieur, un pendentif en argent, une colombe aux ailes déployées. « Ce n'est pas un bijou de luxe, » dit Idriss doucement. « C'est un symbole. La colombe, c'est la paix, la liberté, l'espoir. Chaque fois que tu la porteras, souviens-toi, ton histoire ne s'arrête pas dans la rue. Elle commence ici. » Aïssata serra le pendentif contre sa poitrine, ses larmes coulant librement. Mais cette fois, ce n'étaient plus les larmes de la honte, c'étaient les larmes d'une renaissance. Et ce moment n'était que le commencement. Car la façon dont Aïssata va transformer ce don en un destin inimaginable vous laissera sans voix. Restez bien jusqu'au bout. 3 semaines plus tard, le quartier populaire de Cocody résonnait d'une nouvelle énergie. Sous un panneau fraîchement peint, on pouvait lire « Les délices d'Aïssata, cuisine maison, espoir et dignité ». Aïssata se tenait devant la boutique, le cœur battant. Le soleil illuminait son visage, et au creux de son cou brillait la colombe en argent qu'Idriss lui avait offerte. Tout autour d'elle, des rires d'enfants, le parfum des épices, la chaleur d'une nouvelle vie. À l'intérieur, 2 jeunes filles rangeaient les tables, une autre apprenait à préparer la sauce spéciale d'Aïssata. Ce n'étaient pas de simples employés. C'étaient des filles comme elles, domestiques rejetées, jeunes femmes maltraitées, laissées pour compte. Des vies brisées qu'elle avait choisi d'accueillir pour les reconstruire ensemble. Chaque assiette servie dans ce petit restaurant n'était pas seulement de la nourriture. C'était un message. Tu peux tomber, mais tu peux te relever. Un après-midi, alors qu'elle ajustait une marmite sur le feu, une cliente lui demanda « Aïssata, comment as-tu trouvé la force de tout recommencer ?» Elle sourit, posa une main sur le pendentif à son cou et répondit simplement « Parce que quelqu'un a cru en moi, quand je ne croyais plus en moi-même. Et maintenant, c'est à mon tour de donner cette force aux autres. » Le soir, seule dans son petit appartement modeste mais paisible, Aïssata ouvrit son téléphone flambant neuf. En parcourant l'actualité, son regard se figea sur un titre. Le fils du président, Idriss Konaté, inaugure un centre technologique à Dubaï. Elle resta figée. La photo montrait Idriss, en costume sombre, serrant la main de dignitaires étrangers. Une vague d'émotion la traversa. Cet homme qui avait changé sa vie n'était pas seulement riche et puissant. C'était un prince de l'ombre qui avait choisi de tendre la main à une inconnue. 2 jours plus tard, un courrier discret arriva à sa boutique. Une enveloppe sans adresse, portant simplement son prénom. À l'intérieur, une lettre rédigée d'une écriture nette. « Aïssata, tu as transformé une épreuve en une victoire. Ce n'était jamais à propos de moi. C'était à propos de toi. La colombe que tu portes n'est pas un bijou, mais une promesse, celle que tu voleras plus haut que tes blessures. Continue d'élever d'autres vies, et un jour, nos chemins se recroiseront. » Les larmes d'Aïssata coulèrent,
Mais cette fois ce n'était pas des larmes de douleur. Elle leva les yeux vers le ciel et murmura « Merci ». Puis elle aperçut une jeune fille qui passait devant sa boutique, pieds nus, un plateau d'oranges sur la tête, les yeux baissés par la honte. Aïssata sortit et l'appela doucement. « Ma sœur, viens. Tu n'as pas à rester dehors. Ici, tu es en sécurité. » La porte se referma derrière elle. À l'intérieur, les rires reprirent, les marmites fumèrent, et la colombe d'argent scintilla dans la lumière du soir. Car désormais, l'histoire d'Aïssata n'était plus seulement la sienne. Elle devenait la voix de toutes celles qu'on avait voulu briser. L'histoire d'Aïssata n'est pas seulement celle d'une domestique humiliée, rejetée, puis sauvée par miracle. C'est une parabole de la vie elle-même. Elle nous rappelle que la trahison peut nous briser, mais jamais nous définir. Que même dans nos nuits les plus sombres, une main inattendue peut rallumer la lumière. Et surtout, que lorsque nous renaissons, notre mission n'est pas seulement de nous relever, mais aussi d'élever les autres avec nous. Aïssata a reçu un geste de bonté qui a changé sa destinée. Et au lieu de le garder pour elle, elle a décidé de transformer cette grâce en refuge pour d'autres filles. Voilà la vraie victoire, transformer la douleur en espoir et l'injustice en mission. Alors je te pose une question à toi qui écoutes. Qu'as-tu retenu de cette histoire? Écris ta réponse dans les commentaires. Tes mots peuvent inspirer quelqu'un d'autre, peut-être une personne au bord de l'abandon. Et surtout, ne pars pas sans avoir regardé cette histoire jusqu'au bout, car c'est souvent dans les dernières... Ne pars pas sans avoir regardé cette histoire jusqu'au bout, car c'est souvent dans les dernières secondes qu'on reçoit la leçon la plus forte. À un proche, et abonne-toi à cette chaîne. D'autres récits puissants arrivent, des histoires qui bouleversent, qui guérissent et qui élèvent. Parce qu'après tout, comme la colombe d'Aïssata, nous sommes tous faits pour voler plus haut que nos blessures.